Tous ces artisans formés durant les années 2022 et 2023 ont chacun bénéficié d'un perfectionnement pratique et technologique de 40 heures avec 20% de phases théoriques et 80% de phases pratiques dans différents métiers. Le défi pour cette année 2024 est la formation de près de 5000 artisans dans une dizaine de métiers avec un accent particulier porté sur les artisans intervenant dans les filières de la mécanisation agricole. Il est également prévu des actions complémentaires de formation en éducation financière afin de leur permettre d'acquérir toutes les aptitudes nécessaires pour gérer leurs ressources. Je vous exhorte alors à vous engager pour devenir de vrais acteurs économiques productifs dont le Bénin a besoin pour son développement. Je voudrais vous remercier et féliciter l'ensemble des acteurs de ce projet, en tout premier lieu les artisans qui se sont mobilisés et qui ont fait preuve de sérieux. On remercie beaucoup le gouvernement du président Patrice Talon par Madame la ministre des Affaires sociales et qui vraiment a été d'une grande aide pour les artisans en nous faisant bénéficier de ce projet qui a renforcé nos capacités, qui nous a donné un plus dans le savoir que nous avons déjà. Cela naturellement a poussé nos activités dans une ascension un peu particulière. Le projet nous a encore permis de faire des crédits allant de 100 000 à 2 millions pour qu'après cette formation, nous puissions avoir le matériel nécessaire pour reprendre ce que nous avons fait et accroître notre chiffre d'affaires. Nous sommes déjà en joie que le général Tiani a quand même accepté de recevoir nos anciens présidents de la République. Le président Père Nicéphore Dieudonné Soglo et le président Père Boni Yahi. Ils sont pour l'Afrique, pas pour le Bénin seul. Vraiment, une fois été reçus par le général, vraiment, on est déjà content. On est déjà content pour qu'ils puissent quand même aider les Africains pour que cette crise puisse avoir la fin. Parce que vous n'êtes pas savoir que le frontière du Niger, les Togolais, les Ghanéens, les Ivoiriens, tous. Il y en a les Nigériens en Côte d'Ivoire, Ghana, par-ci, par-là. Il y a les Ghanéens qui sont au Niger, qui font leur business, qui ne passent pas ce frontière. Donc, une fois déjà, le général Tiani a accepté de recevoir nos deux chefs d'État anciens. Nous leur disons vraiment merci. C'est une bonne initiative. D'abord, ils sont partis là-bas. Ils ont été reçus par le chef de la transition, le président Tiani. Plus de 3 heures d'horloge de négociation. Ça, c'est déjà un bon signe. C'est déjà un pas vers le dégel. Et je pense que même s'ils n'ont pas été mandatés par le gouvernement du président Talon, et je pense que les échanges qu'ils ont eu là-bas, ils doivent chercher à le rencontrer, faire reddition de comptes au président Talon, ou bien le président Talon aussi doit chercher à les rencontrer. Il ne doit pas bouder ce plaisir-là, soit disant que qui les a envoyés là-bas. Non, parce que c'est l'impasse. Donc on se dit à quand la fin du bout du tunnel. Mais si ça, il peut y avoir des crispations, mais le chef de l'État n'est qu'à les appeler pour dire bon, qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas? Et qu'est-ce que vous me suggérez? Qu'est-ce que vous me conseillez? La crise entre le Bénin et le Niger, c'est une crise que les peuples africains ne souhaitent pas. Ce n'est pas une crise qui est bonne parce que ça n'arrange pas l'Afrique, ça n'honore pas l'Afrique, ça n'arrange pas les deux peuples, ça n'arrange pas les deux chefs de l'État, entre le Niger et le Bénin, entre Tiani et Patrice Talon. Nous, peuple africain, ce que nous souhaitons, c'est que les deux s'entendent. Nous souhaitons que Tiani et Patrice Talon s'entendent. Je crois que Tiani, après tout, doit défendre l'intérêt du peuple nigérien, doit défendre le Niger. Patrice Talon doit défendre l'Afrique et défendre le peuple béninois, lui aussi. Donc c'est vrai que le premier discours de Patrice Talon n'a pas été trop
bon pour le peuple du Niger, pour le président Tiani du Niger, qui est un président de la transition. C'est vrai, mais Tiani doit mettre la balle par terre parce qu'après tout, les peuples du Niger et les peuples du Bénin sont ensemble il y a plus de 100 ans. Et nous souhaitons vraiment que la paix revienne entre le peuple du Niger et le peuple du Bénin, dont la démarche de Boni Yayi, la démarche des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Sogolo, ce sont des bonnes démarches. Nos attentes, premièrement d'abord, je pense que le DIC, le pétrole va encore couler jusqu'à Sémé. Ça fait un. Maintenant, comment ils vont faire pour rouvrir encore les frontières? Je pense que c'est l'équation la plus difficile, ça. Nous souhaitons que le message politique de paix africain entre les peuples du Bénin et du Niger soit accepté par le président de la transition Tiani, Abderrahmane Tiani du Niger. Nous souhaitons que la paix revienne entre les deux peuples, le Niger et le Bénin. C'est les peuples qui doivent vivre dans la fraternité, dans la concorde. Mais les États aussi doivent défendre l'intérêt des deux gouvernements pour les deux peuples. Je jure de remplir solennellement mes fonctions avec conscience et probité et conformément au statut type et règlement intérieur du club. C'est par ce serment que Pierre Kilissou a pris ce jeudi 27 juin 2004 les rênes de Rotary Club de Cotonou Centre devant un parterre d'invités de marque, témoins de l'événement. Pendant son mandat, qui a pour principal objectif d'opérer la magie du Rotary, le nouveau président et son équipe promettent accroître et révéler davantage le club à travers des œuvres à fort impact social. Au cours de mon mandat, ma vision empruntée à notre président élu sera de faire de Cotonou Centre un club composé de membres dont l'objectif est guidé par le développement de la convivialité et de l'amitié, sans lesquels rien d'efficace ni de pérenne n'est possible. L'assiduité et la régularité dans nos engagements, avec toujours à l'esprit cet idéal qui est de servir d'abord le recrutement de nouvelles énergies. Rien de tout cela ne sera possible sans des femmes et des hommes actifs, entreprenants et impliqués, au premier rang desquels les membres du comité ainsi que les présidents de commission. L'alternance étant le principe sacro-saint que prône le Rotary International, Bayi Morende, en cédant son fauteuil à son ami Pierre Kilissou, a dressé le bilan de sa gestion à la tête du club. Il a également à l'occasion distingué des amis pour leur dévouement, engagement et soutien au cours de sa mandature. En fin d'année, nous avions été visiter les bras chargés de vivres aux orphelins de Zinvi. Et ils étaient contents. Les images ont traduit leur joie. La joie que j'ai partagée avec eux. Deuxième action, nous avions assisté les personnes d'un certain âge, les personnes âgées, des petites sœurs des pauvres de Tokan. On leur a amené des souliers, des pantalons, de la veste, des habits, des effets vestimentaires, bref, plus une enveloppe. Mais nous avions aussi fait autre action. Autre action, c'est quoi? Nous avions renouvelé le collier du président. Je tiens quand même à reconnaître à travers ce certificat les efforts des uns et des autres. Ont également honoré de leur présence l'événement le gouverneur du district 9103 du Rotary International, Germain Tomega, et son assistant Patrick Saizonou. Cette année, nous sommes en train de passer de la création de l'espoir à la magie du Rotary. Notre présidente prochaine, qui se nomme Stéphanie Herchik, nous demande de faire de la magie au Rotary. Et donc, vous devez pouvoir éclairer la ville de Cotonou. Alors, quand j'entends le président Pierre dire qu'il veut sortir de la zone de faiblesse, j'ai entendu. Bien sûr. Et donc, je peux vous apporter tout mon soutien et toute mon amitié.
Le nouveau président du Rotary Club de Cotonou Centre, Pierre Kilissou, a saisi l'occasion pour présenter à l'auguste assemblée les membres du comité et ceux des commissions qui ont juré d'accomplir loyalement leur mission. Samuel Eto'o serait-il impliqué dans des opérations de manipulation de matchs? La CAF, la Confédération africaine de football, va devoir faire la lumière sur l'affaire. L'ancien footballeur international a été auditionné par le jury disciplinaire de la CAF, une audition qui a eu lieu le mardi 25 juin au Caire en Égypte. Plusieurs acteurs du football camerounais l'accusent d'avoir truqué des matchs du championnat national, d'avoir favorisé la montée en première division du club Victoria United et enfin d'avoir signé un contrat de sponsoring avec une société de paris sportifs. Président de la Fédération camerounaise de football depuis 2021, l'ancien joueur du FC Barcelone nie les faits. Depuis son élection à la tête de la FECAFOOT, les désaccords avec d'autres membres de la fédération se multiplient. S'il est reconnu coupable de ces accusations, Samuel Eto'o risque la suspension à vie de toute activité liée au football. Pour l'heure, le verdict de l'audition n'a pas encore été prononcé. Plus de 14 mois de guerre ont gravement affecté le secteur de la santé au Soudan, laissant de nombreux hôpitaux et établissements médicaux fermés, endommagés ou brûlés. À Omdurman, la plus grande ville du pays, les médecins avertissent que les installations médicales restantes risquent de fermer par manque de ressources et de surpeuplement. Je souffre d'un problème médical et j'ai quitté ma ville sans rien. Alors comment ma vie pourra-t-elle continuer? Elle ne peut pas continuer ainsi. Et ces appareils vont-ils réellement m'aider? Vais-je guérir ou mourir? Je ne sais pas. Le docteur Amar Mouatassem, qui travaille dans un centre de dialyse dans l'état de Kassala, exprime ses préoccupations quant à l'incapacité de suivre les protocoles de traitement. Une situation qui met en danger la santé des patients. Tous les patients en dialyse devraient avoir 3 séances par semaine, c'est ainsi partout dans le monde. La dialyse correcte devrait être effectuée 3 fois par semaine. Mais malheureusement, nous ne pouvons fournir qu'une séance et tous les patients ne peuvent pas en bénéficier. L'OMS rapporte que 15 millions de personnes n'ont pas accès aux soins de santé au Soudan et que 70 à 80% des établissements sont défectueux. Le président du Congo a été reçu ce jeudi au Kremlin par son homologue de Russie. Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine ont parlé de coopération politique et économique sur fond de célébration de 60 ans de relations diplomatiques entre Brazzaville et Moscou. Vous avez personnellement beaucoup fait pour le développement des relations russo-congolaises. Vous avez participé aux 2 sommets Russe-Afrique et vous faites les efforts nécessaires pour développer notre coopération dans presque tous les domaines, je veux dire au niveau politique. Et récemment, les relations commerciales et économiques se sont développées de façon notable. Nous vous sommes reconnaissants pour votre travail commun sur la scène internationale. Dans l'ensemble, tout va bien pour nous. Depuis lundi, le président Sassou Nguesso répond à une invitation du président Poutine avec une forte délégation officielle. C'est au moment des grandes épreuves. Nous souhaitons discuter avec vous, les autres dirigeants, la meilleure manière de faire avancer la coopération en nos 2 pays dans tous les domaines. De l'économie, des finances, de la défense, de la sécurité. Oui, on a besoin de sécurité aujourd'hui. À la fin de leur entretien, le président congolais a reçu des mains de son homologue russe
Une distinction d'honneur pour le développement des relations entre les deux pays. Malgré le retrait du projet de loi de finances controversé au Kenya, la mobilisation continue. Dans les rues de Nairobi, des grenades lacrymogènes ont été lancées dans le cadre d'un important déploiement de sécurité. Au moins une femme semble avoir été blessée. Cette fois-ci, la limite a été la loi de finances qui prétendait augmenter les impôts afin de collecter des fonds pour un budget exorbitant qui n'a aucun sens et qui n'arrange rien. En plus, le gouvernement n'a pas été capable d'expliquer pourquoi il se contredit. Le président William Ruto a annoncé le retrait du projet de budget et dit vouloir une concertation nationale avec la jeunesse. Mais les manifestants se disent méfiants face aux annonces du chef d'État. La voie à suivre est celle de la discussion et le président est désormais disposé à s'engager plutôt qu'à reconnaître ses torts. La raison pour laquelle les gens manifestent a été supprimée lorsque Ruto a déclaré qu'il ne donnerait pas son accord. Le Kenya est encore sous le choc de ces violences qui ont notamment vu des émeutiers prendre d'assaut le Parlement. Suite aux manifestations meurtrières, 22 personnes sont mortes et des dizaines de personnes ont été blessées. Malgré l'abandon du plan d'augmentation des impôts par le président kényan William Ruto, des rassemblements nationaux appelant à la démission du chef d'État ont été organisés à Nairobi jeudi. Les manifestants ont brièvement pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment du Parlement. Au moins 2 personnes ont perdu la vie au cours d'affrontements avec la police nationale. Nous avons actuellement un président qui n'en est pas un. Ce président, William Samoei Ruto, suit les ordres de la Constitution. La Constitution est très bien, mais le gouvernement est la règle du peuple pour le peuple par le peuple. Et maintenant, nous allons changer le Kenya pour qu'il soit la règle des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Le président William Ruto a pris la décision de ne pas signer le projet de loi de finances prévu après que la proposition a déclenché un chaos meurtrier dans la capitale. S'il a déclaré mercredi que les hausses d'impôts seraient retirées et que des coupes budgétaires seraient effectuées, le mouvement protestataire est retourné dans la rue dès le lendemain de cette annonce pour manifester son manque de confiance au président. Les pays de la Corne de l'Afrique subissent de plein fouet les affres du changement climatique. Inondations dévastatrices ou sécheresse hypothèquent la vie des populations. Shrotinat fait partie des climatologues à l'Université physique d'Oxford en Angleterre pour qui l'intelligence artificielle pourrait aider à mieux prévoir les conditions météorologiques extrêmes et sauver des vies dans la région. Il s'agit donc d'une approche hybride dans laquelle l'intelligence artificielle comble les lacunes des modèles physiques qui manquent de compréhension ou de représentation parce qu'ils sont trop complexes. Elle est ensuite capable de représenter ces processus compliqués selon une méthode axée sur les données afin que nous puissions prévoir au mieux la véritable réalité observée. Comme tout modèle d'IA, celui-ci en constante amélioration est censé ajuster les prédictions météo et l'Organisation régionale africaine de prévision y croit. Nous sommes donc convaincus que les modèles d'IA peuvent améliorer le système de prévision à court terme par courte portée. J'entends par là quelques jours, mais aussi toute la saison. Si nous pouvons vraiment faire cela, je pense que nous pourrions vraiment améliorer nos systèmes d'alerte précoce. I really think that it could really enhance our early warning systems. Le Programme alimentaire mondial soutient les scientifiques de l'Université de physique d'Oxford dans la mise au point d'un système de prévision météo fiable basé sur l'IA. En 2023, les enfants ont été les victimes les plus vulnérables des conflits armés, comme l'indique le récent rapport de l'ONU sur les violations des droits des enfants.
En tirant la sonnette d'alarme, l'étude expose aussi les graves violations perpétrées au Soudan impliquant les forces armées. Le rapport reflète la situation critique des enfants au Soudan et a conduit à l'inscription des forces armées soudanaises dans les annexes du rapport pour le meurtre et la mutilation d'enfants et pour des attaques contre des écoles et des hôpitaux. Le groupe armé des forces de soutien rapide a aussi été inscrit sur la liste pour le recrutement, le meurtre, la mutilation, la violence sexuelle et les attaques contre des écoles et des hôpitaux. Le groupe armé, le Third Front Tamazouj, a également été inscrit sur la liste pour recrutement. L'ONU a constaté en 2023 près de 33 000 violations graves contre des enfants, dont 11 649 victimes de meurtres et de mutilations. Dans les 25 pays et la situation régionale couverte par mon mandat, les Nations Unies ont vérifié un nombre effroyable de 32 990 violations graves contre 22 557 enfants. Il s'agit du nombre le plus élevé de violations annuelles depuis près de 10 ans. Rien qu'en comparant à 2022, qui marquait déjà une grave détérioration pour les enfants, les violations graves ont augmenté de 21%. Face à ces chiffres accablants, Virginia Gamba souligne l'urgence d'une action internationale pour protéger les enfants affectés par les conflits armés. Les Palestiniens ont fui les quartiers de la ville de Gaza jeudi après un nouvel ordre d'évacuation israélien et des bombardements intensifs. L'armée israélienne a ordonné de nouvelles évacuations de quartiers dont celui de Shijaya qui ont été fortement ciblés par les tirs et largement vidés au début de la guerre. Les missiles nous ont atteints et nous nous sommes enfuis. Il y a des martyrs et les maisons ont été frappées. Nous ne savons pas où aller, je le jure, nous ne savons pas. Les premiers intervenants de la défense civile de Gaza, qui fait partie du gouvernement dirigé par le Hamas, ont déclaré que les frappes aériennes avaient touché 5 maisons, tuant au moins 3 personnes et en ciblant 6 autres. Les secouristes continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants. Ils ont commencé à nous appeler pour nous demander d'évacuer l'est d'Al-Toufa et l'est d'Al-Shijaya. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes partis. Il y a eu des martyrs et des blessés, et il y a eu des personnes piégées, incapables de partir. Les martyrs de la matinée ont été jetés à la poubelle. Israël a ordonné l'évacuation de tout le nord de Gaza, y compris la plus grande ville du territoire à la fin du mois. Des centaines de milliers de personnes sont restées dans le nord, même si les troupes israéliennes l'ont encerclé et largement isolé.